L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu le contexte de ce cas d'usage, avec un prisme métier sur Dolores, un prisme technique avec Najidine, d'expliquer un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce qui a été challengeant, qu'est-ce qui a été irritant, de faire un petit focus sur la méthodologie qu'on a mis en place par rapport à l'expression de besoin qu'on a eue d'Adiceo, comment est-ce qu'on a pris en main la data platform Databricks pour répondre à ces cas d'usage. Et puis on terminera sur, au final, un petit peu la synthèse, le retour d'expérience par rapport à ce qui a été fait et savoir si... Alors, je pense que la fin sera plutôt positive pour nous, sinon Adiceo n'aurait pas voulu témoigner. Mais voilà, faire un retour d'expérience par rapport à ce qui a été fait. Et puis on terminera avec Antoine, qui nous expliquera comment on arrive à avoir une vision unifiée qui est très intéressante en plus dans le contexte d'Adiceo. Parce que comme l'a dit Antoine, il y a des métiers qui vont utiliser la plateforme, et aujourd'hui, il y a des applicatifs, il y a des dashboards, il y a des informations qu'on va rechercher, des pipelines. La vision unifiée qu'on retrouve aujourd'hui avec, je ne citerai pas le nom tout à l'heure, qui permet d'avoir une vision simplifiée pour que les business puissent se retrouver facilement leurs informations. Voilà, c'est à toi Dolores. Merci beaucoup Stéphane. Donc en gros, c'est pour vous présenter ce projet sur lequel on travaille avec Commit. On est une toute petite équipe data de 4 personnes. Nous faisons partie du département Innovation and Customer Success. On travaille sur des données de recherche, on crée de la valeur pour les clients d'Adiceo. Et donc, nos collègues, qui sont nos parties prenantes, vont travailler sur différentes espèces, en partant du cochon au poulet, en passant par le poisson, la crevette, la vache, et développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions. C'est faire des études scientifiques qui prouvent la valeur de nos produits, mais c'est également faire des études scientifiques qui vont permettre de générer de nouvelles idées de solutions nutritionnelles pour l'alimentation animale. Et dans ce contexte-là, on a des collègues, une soixantaine de personnes dans le département qui vont générer des documents, des données en lien avec ces études, avec des objectifs particuliers, précis. Ces études sont réalisées soit dans notre station expérimentale en France, soit auprès de partenaires un peu partout dans le monde, universitaires ou instituts. Donc, ça crée une diversité de formats de fichiers. On a autant de formats de fichiers qu'on a de partenaires. Les études générées par les différents groupes, espèces, volailles, porcs, ruminants et aquaculture vont souvent rester en silo dans le cadre de l'équipe qui l'a généré. Et donc, on a mis en place ce projet pour organiser toutes nos données historiques, faciliter le partage de la donnée, de l'information entre équipes, casser les silos et permettre de générer de nouvelles idées d'analyse, de projets, de data science à travers cette base de données structurée sur laquelle on travaille. Donc, je vous ai dit tantôt qu'on travaille avec des partenaires universitaires un peu partout dans le monde. Donc, on imagine aussi que ce n'est pas toujours écrit en français ou en anglais. Il peut y avoir des documents en néerlandais, en danois, en espagnol. Donc, le deuxième challenge de ce projet, c'est de faire face à cette diversité linguistique qui vient des différents partenaires, de traiter l'ensemble des fichiers PDF, Word, Excel et parfois des images, et de les faire arriver dans une base structurée. On est parti sur un modèle d'échange de données qu'on appelle le modèle SAND, qui est un modèle qui a été approuvé par la FDA, qui est la Food and Drug Administration aux États-Unis, qui homologue de nouveaux produits pour la santé des humains et des animaux. Et donc, on a choisi ce modèle pour avoir un modèle structuré de manière à permettre aux cochons et aux poulets de parler le même langage en termes data. L'output de ce projet, c'était d'arriver à non seulement une base de données structurée, mais aussi un tableau de bord opérationnel métier utilisé par nos parties prenantes pour pouvoir générer de nouvelles idées et travailler ces données, la consommer selon leurs besoins. Donc,
On a la chance d'avoir chez Adiceo de très belles personnes depuis quelques mois, un an à peu près. On a un CDO qui est avec vous, on a un Global Digital Director, on a un Cyber Security Officer, et donc il y a eu un comité de gouvernance qui a été créé autour de l'IA pour encadrer et gouverner un peu tous les projets qui vont faire appel à l'utilisation de l'IA chez Adiceo. Et donc, la première étape de ce projet, une fois qu'on l'a conçu, on l'a scopé, on a défini les objectifs, les livrables et les critères de succès, c'est d'aller le présenter en comité de gouvernance pour le faire approuver, de démontrer dans quelle mesure est-ce que l'IA nous permettait d'apporter de la valeur et en quoi est-ce que ce projet permettait de créer de la valeur pour Adiceo. Ensuite, il a fallu raisonner en quick win. On démarre nouvellement. Oui, on est une petite équipe. On a plus ou moins 4 ans de vie de manière aussi structurée. Et on a tout un tas de projets à gérer, mais la première manière de montrer qu'on crée de la valeur, c'est de commencer par ce qu'on appelle des quick wins. C'est-à-dire des projets qui vont avoir un très fort impact et prendre un très court laps de temps pour délivrer de la valeur. Donc, ce projet avec Commit, on l'a découpé en plusieurs sprints. Le premier sprint était pour nous une démo pour montrer le gain obtenu grâce à l'IA. Et on a réussi à montrer qu'on pouvait réduire significativement la durée d'extraction des données de ces différents fichiers. Comme Stéphane l'a expliqué, on est passé par, bien entendu, on a un socle AWS Databricks dans l'équipe pour l'ensemble de nos projets data. Et donc, on a travaillé tout ça, on a fait tourner les différents modèles et via une approche que Nadjide vous présentera dans quelques minutes pour arriver enfin à des tables rigoureusement structurées permettant derrière à nos parties prenantes de pouvoir consommer la donnée à tout instant. Et donc, le petit sujet un petit peu technique dont tu n'as pas parlé Dolores, parce qu'effectivement, ce n'est pas ton sujet de prédilection, c'est aussi le déploiement d'une infrastructure assez rapide, c'est-à-dire qu'on a commencé au mois de décembre et il a fallu mettre en place un certain nombre de composants. Un des sujets qui est revenu, qui est arrivé, dont tu as parlé Dolores, c'est la partie cybersécurité. On allait faire appel à un LLM, lequel, est-ce qu'il n'y a pas de l'auto-apprentissage? Donc il y a eu quelques discussions qui ont été faites et donc on a fait un choix dans un premier temps assez rapide sur Bedrock AWS pour pouvoir avancer sur le projet, le Sprint 1. Et depuis quelques semaines, on a rebasculé tous les appels depuis Databricks, parce que ça simplifie les choses. Il y a un enjeu qui était aussi de se dire sur AWS, sur Bedrock, il n'y a pas la capacité à avoir les informations dissociées de qui consomme le LLM, alors que sur Databricks, il y a cette capacité à avoir ce linéage, de se dire, OK, c'est géré, c'est traité par le traitement qui travaille sur les poulets, le traitement qui travaille sur les cochons. Donc ça donne aussi une maille d'analyse qui est beaucoup plus fine. Puis une fois qu'il y a eu les garanties de cybersécurité sur le fait que le LLM n'allait pas apprendre des informations qui lui étaient mises à disposition, ça a permis aussi d'avancer et d'avoir aujourd'hui une infrastructure de bout en bout très, très complète. Si on rentre sur la partie un petit peu plus technique, alors ça va être assez bref, mais on a fait du classique, une architecture médaillon. Le découpage, il est sur la couche bronze, aller chercher des informations, comme l'a dit Dolores, des fichiers, du PDF parfois, du Word ancienne version, du Excel, du CSV. Donc plein de formats différents, dans des langages différents, dans des structures complètement différentes. Une recopie et on a utilisé ensuite, pour passer à la couche Silver, on s'est dit, bon, si on commence à travailler champ par champ, colonne par colonne, sachant qu'on avait sur le premier sprint quelque chose qui était assez simple, on avait 4 études qui étaient dans le même format, à peu près, mais qui étaient malgré tout dans le même format. Et quand on a regardé les 27 ou 34 qui restaient, là on a vu que c'était la foire d'empoigne, et puis qu'on n'avait pas du tout les mêmes formats, pas du tout les mêmes structures de tableaux, donc on s'est dit on va utiliser un LLM pour qu'il nous restructure l'information, et on va l'entraîner pour ça,
pour, sur la couche Gold, uniquement se concentrer avec une information qui est propre, qui est structurée au sens informatique du terme, et pour ensuite très facilement la basculer pour soit faire un usage reporting de dashboarding, soit faire un usage de génération de fichiers SEN pour la FDA. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé Anthropic, Claude Sonnet 3.5, peut-être la dernière version maintenant, ou une autre version qui a été installée, qui prend les fichiers en entrée. On a un prompt qui est aujourd'hui, alors sur le premier sprint qui était un seul prompt pour structurer plusieurs fichiers. Alors si je rentre un peu dans le fonctionnel, alors c'est un peu compliqué en français, j'ai toujours un peu de mal à expliquer aux développeurs, parce qu'en France on parle de régime, et tout est régime. Sauf qu'en anglais, c'est l'avantage aussi de l'anglais sur certains aspects, c'est que là ce qu'on teste c'est un régime alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un animal mange en termes de matières premières et de nutriments. Deuxième aspect, en français on va dire, c'est aussi un régime, c'est comment il le prend, c'est-à-dire de 0 à 14 jours il va manger ça, ensuite il va s'arrêter, puis ensuite 24 jours plus tard il va prendre un autre complément alimentaire. Donc ça aussi c'est un autre régime, on appelle ça un protocole. Et puis le dernier point qu'on teste c'est la performance, c'est-à-dire le suivi du régime. Une fois de plus on a un régime de partout. La performance, c'est de savoir comment évolue le poids du cochon par rapport aux prises. Et donc les études qui sont faites un petit peu partout dans le monde, elles testent différents régimes alimentaires et différents protocoles pour pouvoir définir, en fin de compte, quel sera le plus intéressant et pour qu'Adiceo puisse vendre le protocole et le pack alimentaire. Donc comme on a toutes ces informations, ce qu'on a fait, c'est que les LLM vont travailler sur ces trois régimes, protocole, feed, ce qu'on appelle la nourriture, et la partie performance, va structurer des données sur des données structurées. Et une fois qu'on a fait ça, si je reviens sur la couche après, on peut aussi dissocier le traitement et le travail qu'on fait notamment aujourd'hui sur le sprint 2 et le sprint 3, c'est qu'on travaille beaucoup sur la couche bronze à silver, un peu moins sur la couche silver à gold parce qu'au final on réutilise les fonctionnalités qui sont déjà en place étant donné qu'on a déjà la structure. Alors je mens un petit peu parce qu'au final on n'a pas que des nouvelles études, on a aussi de nouveaux formats FDA, de nouveaux fichiers SEN, ce qui fait qu'on touche aussi à la couche bronze, mais uniquement sur la structuration de l'information. Et donc voilà, l'IA, elle nous a servi à nous dépatouiller de ces structures différentes et d'avoir une vraie accélération parce que, imaginons faire ça à la main. Alors déjà, j'ai Kwame qui bosse avec moi. Quand je lui dis il faut qu'on fasse un prompt et qu'on regarde le fichier les uns après les autres, il me dit on va vraiment regarder les fichiers. Oui, mais on va juste faire un prompt. Imaginons si on avait dû le faire fichier par fichier et se dire on prend telle colonne, on la met ici, telle colonne, et ainsi de suite. Donc c'est un vrai accélérateur qui fait gagner du temps. Et puis je reviendrai après sur la conclusion vue de l'intégrateur après que Najidine. Donc, hello tout le monde. Donc, je suis Najidine, je suis le data manager de l'équipe ICS Data et je m'occupe principalement de la partie data engineering, mais aussi du relationnel technique entre l'équipe ICS et les partenaires comme Commit, mais aussi de l'administration de nos plateformes data, donc Databricks entre autres, et les autres plateformes data que nous utilisons. Pour ce projet, comme la plupart de nos projets, la première des choses, le premier critère chez Adiceo, c'est la sécurité. Ça, on a rajouté encore une couche ici, parce que, comme le disait Dolores avant moi, Stéphane avant moi, la première étape sur ce projet, c'était de passer devant le comité IA et cybersécurité, avec deux de ses représentants ici, Peter et Christophe, pour valider les modèles qui ont été utilisés derrière. Et pourquoi je vous en parle? Parce que chez Adiceo, cette validation comporte un cahier de charge de plus d'une trentaine de critères, dont il scope ligne par ligne que tout soit bon et que tout soit correct. Après cela,
il nous faut la partie traçabilité. Il faut que nous puissions remonter vers l'information. Il faudrait que nous puissions savoir comment est-ce que cette information a été créée. Et enfin, sur la partie technique, peut-être que je vais rien apprendre à beaucoup ici, mais il y a un cloisonnement strict et des règles strictes par rapport aux différents environnements que nous utilisons. Donc, on passe d'un environnement de développement plutôt pour nous, les personnes techniques. Nous allons à un staging où là, ça sera les key utilisateurs, comme on les appelle communément. Et enfin, en production pour le mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs finaux pour la consommation. Et sur la partie orchestration, Databricks nous a permis, Databricks commit aussi, parce que on ne peut pas dissocier les deux, de mettre en place des pipelines adaptatives. On vous disait tout à l'heure qu'il existe un certain nombre d'études avec un certain nombre de critères très différents les uns des autres. Vous avez le langage qui est dedans, mais aussi la manière dont se représentaient ces études-là. Et donc, c'est de pouvoir mettre en place des pipelines adaptatives qui vont pouvoir aussi se calquer sur la donnée qui est reçue. Cette logique de traitement nous a permis de gagner un temps phénoménal, en tout cas sur la productivité sur ce projet-là. Et on a derrière un vrai cadre FinOps qui n'est pas le dernier des cadres, qui est très important. On peut suivre en temps réel les coûts de tout ce qui a été utilisé. Et enfin, le dernier et non le moindre, c'est la validation humaine. L'IA, aujourd'hui, produit des résultats phénoménaux. J'ai passé aussi du temps là-dessus, comme l'a passé Kwame et Stéphane, pour la validation des résultats. À savoir, ligne par ligne, aller dans chaque fichier, aller regarder ce qui a été pris dans chaque ligne en entrée et ce qui en ressort sur les tables. De pouvoir le valider. Lorsque je dis à Dolores que sur la trentaine d'études, j'ai besoin d'une semaine complète, en bossant le week-end aussi, sans manger, sans dormir, c'est que derrière, ce travail-là est d'autant plus compliqué. Sachant que je ne parle pas portugais, à peine espagnol, l'IA nous permet encore une nouvelle fois de pouvoir accélérer sur cette valeur-là. Et c'est là où moi, j'ai envie de vous amener. On a des résultats, et je ne fais que me répéter, de très bons résultats avec l'IA. Maintenant, c'est le métier qui valide. Et chez Adiceo, on met toujours le métier dans la boucle. Et donc, pour cela, Commit, en plus de dans ce projet-là, ont été force de proposition. Et c'est un autre mot dont je vais laisser Dolores en dire davantage. Mais ils ont été force de proposition. Ils sont allés beaucoup plus loin dans le projet que ce qui était demandé à la base, à savoir de se dire, OK, on a nos modèles qui sont déployés, qui sont fonctionnels. Maintenant, comment s'assurer de la continuité opérationnelle? Et la continuité opérationnelle, ça veut dire le business, pas seulement Dolores et moi. C'est où on a une partie qui intègre le business. Les retours du business sont intégrés à l'orchestration, au workflow, et sur chaque itération, bien évidemment, où on a nos workflows qui s'adaptent là-dessus. Il y a un point important que tu n'as pas signalé, c'est que dans la couche qui est juste avant, hein, je fais juste un petit clin d'œil. Hop, je ne suis pas sur le bon. Hop. Sur cette couche-là, au départ, étant donné qu'on était sur un sprint assez serré, on a tout fait en Python. De la chaîne de récupération, des appels de LLM qui étaient nécessaires parce qu'on fait de l'algorithmie, au final, on fait des appels API et autres, jusqu'à la génération des fichiers SEND et à la génération de tables qui sont ensuite utilisées par les tableaux de bord.
Donc, comme chez Commit, on est très attentif aux attentes de nos clients, on a transformé la couche Silver sur le Sprint 2, de Silver à Gold avec du SQL, avec DBT en l'occurrence, qui était assez fortement pour la demandé par la GDIN. Je suis un grand fan de DBT, notamment sur tout ce qui concerne la partie orchestration. Je pense que sur cette partie-là, l'outil n'a plus à prouver, mais aussi, quelque part, ça permet d'être un petit peu plateforme agnostique. On aime bien Databricks chez Adiceo, mais voilà, c'est de pouvoir avoir cette surcouche d'SQL, notamment lorsqu'on le transporte sur la partie Silver et Bronze, parce que là, on commence à être de plus en plus structuré. Et donc, quoi de mieux que du SQL, surtout en production, pour s'assurer de la continuité, mais aussi des observations. Et donc, ils ont eu du répondant là-dessus, sur cette partie-là. Ils ont su s'adapter et monter très vite sur la partie DBT. Et bravo à vous. Non, mais on a surtout compris que on n'avait pas le choix. Je rigole. Je te redonne la main, Dolores. Oui, c'était pour finir un peu sur ce que nous a apporté ce projet. Donc, on a parlé de belles choses, on a parlé de Databricks, mais à la fin de la journée, il faut que ça serve, il faut que ça fasse changer les habitudes et de nous permettre d'aller vers l'ambition qu'on s'est mise chez Adiceo et plus particulièrement dans le département. Et donc là, on présentait ici, on devait finir avec Nadine avec la création de valeur. Donc la première valeur que nous a permis de créer ce projet, c'est de réduire significativement le temps d'extraction des données. Et ça, on est très, très content parce que la suggestion de passer à une extraction via du LLM est venue de Commit. Et on a déjà expérimenté un modèle similaire il y a 2 ans. Ça nous a pris à peu près 15 mois pour arriver au même résultat. Aujourd'hui, on est capable de livrer en 12 semaines. Donc, voilà, vous voyez énormément le gain que ça nous a apporté dans un cadre structuré et sécuritaire. On a réussi à livrer plus vite, donc à pouvoir créer plus de valeur pour nos parties prenantes. L'autre valeur sur laquelle je voulais insister, c'est que on est dans un département de recherche et d'innovation. Et grâce à de tels projets, c'est de surtout casser les silos, de permettre de partager facilement et rapidement la donnée pour que les gens du métier, les experts scientifiques puissent approfondir leur compréhension des mécanismes biologiques par l'analyse d'un jeu de données plus complet. Au lieu de regarder étude par étude, maintenant on est capable de regarder tout un tas d'études ensemble et d'avoir des idées nouvelles qui ne seraient pas apparues si on regardait étude par étude. Et enfin, chez Adiceo, on a à cœur de travailler sur des produits, des services plus respectueux du bien-être animal. C'est affiché clairement comme ambition et c'est porté depuis le COMEX jusqu'aux équipes qui travaillent sur les différents projets. Et un tel projet de valorisation des données historiques nous permet de répondre à des questions scientifiques et de pouvoir réduire l'usage des animaux pour l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on va utiliser la donnée aujourd'hui pour répondre à des questions qu'auparavant, il aurait fallu qu'on fasse des études in vivo pour adresser ces points-là. Et pour soutenir cette ambition, Adiceo a créé un service qui s'appelle Alternative à l'in vivo, qui est managé par Frédéric, qui est avec vous également. Et dans cette équipe, on réfléchit à toutes les techniques qui permettent de réduire significativement l'usage des animaux par la data, par les technologies infrarouges ou encore par l'in vitro. Et donc la data est un pilier extrêmement important pour Adiceo, que ce soit en recherche, mais aussi à travers d'autres départements. Donc voilà, ça nourrit l'ambition de développement durable de la compagnie. On vend des produits, mais on n'est pas juste pour vendre des produits pour vendre des produits. On vend des produits plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du bien-être de l'animal. Et l'équipe que j'ai l'honneur et la joie de diriger participe
grandement à cet objectif-là. Donc voilà, c'est différentes quelques exemples de valeurs qu'on a réussi à générer grâce à ce projet, un projet simple de valorisation de données historiques, mais qui porte beaucoup de réalisations derrière. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et de m'avoir permis d'intervenir depuis Montréal. Je passe la parole à Stéphane pour la suite. Merci Dolores. Alors, on voulait terminer sur un petit peu de vulgarisation, parce que si on regarde la télé, si on lit certains posts, certains papiers, en fait, ça y est, on est mort, les robots nous remplacent, maintenant ils dansent, bientôt ils vont aller au travail à notre place. Voilà, très bien. Non. Par contre, comme l'a dit Nadjeddine, c'est formidable en termes de capacité de faire des choses. Et j'ai essayé de lister assez simplement ce que ça fait aujourd'hui. Ça fait des choses qu'on n'aime pas faire. Et comme on n'aime pas faire, on est des humains, contrairement à des robots. Quand on n'aime pas faire, on ne fait pas en fait. Et puis au-delà de on n'aime pas faire, c'est aussi on n'a pas le temps de faire. Et quand on parle de temps, c'est aussi de l'argent. On n'a pas l'argent pour le faire. L'exemple est très intéressant. 15 mois au lieu de 12. En fait, vous imaginez bien que si je fais ça pour 15 mois pour quelques études et si je dois le multiplier par toutes les études qui arrivent en plus avec un historique, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le budget pour. Donc l'IA aujourd'hui permet de faire des choses qu'on ne faisait pas du tout parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Donc ça nous permet d'aller plus loin, plus vite sur notre transformation et la transformation des entreprises. C'est un autre aspect qui est assez intéressant parce que pendant de nombreuses années, l'IA était plutôt en back-office. C'était plutôt quelque chose qui faisait des calculs, des estimations, et puis on avait du mal en fait à voir comment on restitue cette information. Aujourd'hui, on a aussi l'IA nous permet de faire des choses très facilement, rapidement, qualitatives. Des visuels que, quand on est des informaticiens, faire du visuel, on n'est pas des créatifs, on ne sait pas faire. Un créatif, si on lui donne de la donnée structurée, il ne sait pas faire non plus. Donc ça permet de faciliter des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire et qu'on n'aime pas faire. Et l'autre aspect que je n'ai pas mis ici, mais qui est lié à pourquoi l'IA n'est pas si magique que ça, c'est parce que la donnée, c'est toujours nous qui la créons. Donc jusqu'à ce que tant que l'IA ne va pas créer elle-même ses données propres, en fait, c'est l'humain qui crée des données sales. Donc à un moment donné, il faut les nettoyer. Et le vrai sujet, le vrai enjeu, c'est un des enseignements qu'on a vu là sur le Sprint 2, c'est que je dis souvent garbage in, garbage out. Là, c'est même pas garbage in, garbage out, c'est si j'ai pas l'information, je peux pas la traiter. On a des études, on n'a pas d'information sur le protocole ou la performance. Si on l'a pas, on peut pas l'IA va pas l'inventer. Alors même si on entend parfois que l'IA hallucine, elle pourrait presque proposer des résultats, sauf que non, elle le fait pas. Parce qu'on lui dit il faut la traiter. Donc il y a un vrai sujet. Alors moi, ça me fait plaisir parce que ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur des sujets de qualité de données, de master data management, de gouvernance. C'est qu'enfin, les entreprises ont compris, il y a un vrai enjeu derrière, que s'il n'y a pas de qualité de données, il n'y aura pas d'IA. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et c'est un enjeu aussi sur la qualité au global de l'information. Ça, c'est un sujet. Mais il y a aussi, dans ce processus d'utilisation de l'IA, il faut qu'on sache aussi comment travailler les prompts, comment travailler les données qu'on traite, et pas hésiter à se remettre en question, parce que là aussi, l'IA ne nous génère pas automatiquement ses prompts, parce qu'elle n'est pas connectée à notre cerveau. Alors même si Elon Musk est en train de mettre des trucs, et puis demain, ça se fera tout seul, aujourd'hui, il y a toujours besoin d'une expression de besoin. Les besoins changent. La créativité humaine, elle est toujours présente. L'IA, elle n'a pas d'émotion. Donc, tant qu'elle n'en aura pas, elle ne saura pas s'adapter à un contexte. Donc, on n'a que des bénéfices à avoir avec l'IA. Il y a quand même un peu de travail à faire sur la mise en qualité. Et puis, apprendre aussi à utiliser ces outils qui ne sont pas des ennemis, au contraire, qui sont des vrais amis et qui vont nous aider à aller plus loin, plus vite et faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Merci pour ce use case très intéressant. Une fonctionnalité récente qui serait intéressante aussi pour la suite, parce qu'on sort beaucoup de choses et peut-être qu'il pourrait aussi, pour les prochaines versions de ce use case,
aider, c'est AgentBricks, donc qui permet de faciliter la création d'agents sur des documents non structurés, donc ça aurait pu aider aussi sur le pipeline. Mais bon, c'est des produits qui sortent aussi de façon différente selon les régions, donc on fait ce qu'on peut. Mais voilà, jetez un œil à AgentBricks. Et là, la fonctionnalité que je voulais vous montrer, donc c'est Genie pour nos users business. Donc vous voyez derrière moi l'animation, donc ça permet de poser des questions directement en langage naturel, de façon à avoir des résultats sur la donnée. Comment ça marche ? Donc ça c'est l'architecture simplifiée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas magique, on en a parlé. Il faut des surcouches, des métadonnées, de la sécurité, pour s'assurer que quand une personne pose une question, elle ait le droit de connaître la réponse et que la réponse soit de qualité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un pose une question ? On a des agents de Genie qui vont aller interroger un knowledge store qui contient des surcouches dans Unity Catalog qui sont en fait de la documentation sur les données et n'importe quel objet qui existe dans Unity Catalog. Donc que ce soit des notebooks, des dashboards, des tables ou même des documents non structurés récemment. Donc vous pouvez dans Unity Catalog ajouter, décrire et ajouter des métadonnées sur l'entièreté du patrimoine de data dans Unity Catalog. Et c'est ces informations que Genie va utiliser pour répondre correctement aux questions qui lui sont posées. Plus récemment, donc on a sorti Databricks One, qui est un produit à destination vraiment des utilisateurs business non techniques qui ont besoin d'un portail très simple avec juste des accès aux Databricks Apps, aux dashboards et à une interface de chat où ils peuvent poser une question sans avoir besoin d'être dans un Genie Space. Une Genie Space, c'est une sous-partie de Genie où on va vraiment avoir les réponses seulement sur un périmètre donné. Donc c'est ces Genie Space-là qui permettent de faire tout le travail de qualité et de métadonnées. Et ce Databricks One va hériter de toutes les fonctionnalités d'Unity Catalog. Donc quand un user pose une question, on va vérifier les dashboards, les Genie Space auxquels il a accès, les tables auxquelles il a accès, et la row-level security va s'appliquer. Donc il y a c'est comme s'il allait faire une requête SQL au final. Il n'y a pas de danger à utiliser Genie, et ça va accélérer la décision business bien sûr. Et derrière tout ça, on rajoute aussi des surcouches de qualité pour s'assurer que quand on configure un Genie Space, c'est du travail, ça marche pas tout seul. On va ajouter des questions types, on va ajouter des benchmarks, on va faire des tests avec des LLM pour générer des questions, pour s'assurer que la réponse est plus ou moins satisfaisante à partir d'un certain seuil qui est accepté. Et tout ça, c'est accessible, paramétrable dans Databricks. Donc on est vraiment cette plateforme-là qui permet de configurer de façon totalement générique et de s'interfacer avec tout plein d'LLM de façon très sécurisée et avec les derniers LLM du marché. Voilà pour Databricks One. Si vous voulez essayer Databricks One et l'ensemble des fonctionnalités de Databricks, vous avez la version Databricks Free Edition qui est accessible pour tout le monde. Pour apprendre, c'est très bien. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qui sont dessus. Vous n'allez pas pouvoir entraîner des modèles ou miner du Bitcoin. Et il y en a qui ont essayé. Et après, vous avez l'Académie, la Customer Academy, qui permet d'accéder à nos contenus de formation pour s'y connaître mieux dans Databricks, la plateforme, et découvrir l'ensemble de nos fonctionnalités.